Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue, donc merci d'être là. Aujourd'hui, nous allons parler donc de carbone, mais nous n'allons pas parler seulement de carbone. Nous allons aussi parler d'argent, de compétitivité et de ce qui se passe concrètement sur le terrain quand vous essayez d'embarquer vos fournisseurs dans une démarche de décarbonation. L'échéance 2026 est là et celle de 2028 arrive vite. Donc la question n'est plus de savoir, s'il faut décarboner, mais plutôt comment le faire sans y laisser sa marge et sans laisser, vos fournisseurs derrière. C'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui avec une méthode concrète, des outils qui existent et le témoignage de quelqu'un qui l'a déjà fait. Donc, avant de commencer, permettez-moi donc de vous présenter les personnes avec qui nous allons donc parler de ce sujet. Donc, pour commencer, nous avons Laurence de Rocacera, présidente du groupe AGP, qui nous fera l'honneur d'introduire ce webinaire. Ensuite, nous allons donc Anne-Laure, qui est responsable RSE chez AGP et qui vous présentera donc comment AGP accompagne concrètement ses clients dans leur démarche. Du côté de Décarbo Solutions, nous avons Philippe Mongeard, président fondateur, et Christopher Sanson, directeur général délégué, qui vous présentera donc les outils et la méthode. Et nous avons également la présence de Nathalie Paillon, directrice des opérations et des études à l'UPSAR, qui nous présentera donc son expertise sur les enjeux et les facteurs clés pour décarboner la chaîne d'approvisionnement. Et enfin, je suis Lucia Diaz-Lima, chargée de communication marketing chez Décarbo Solutions, et j'assurerai donc l'animation de ce webinaire. Donc c'est parti, et je passe la parole donc à Laurence. Bienvenue à tous. C'est toujours un plaisir d'organiser avec l'Observatoire des achats responsables, avec l'Obsar, ces webinaires régulièrement dans l'année. Et puis, toujours avec des thèmes pour faciliter les échanges ensuite entre les uns les autres sur les sujets abordés et donner des clés pour travailler ces sujets. Donc pour ma part, donc, je suis présidente d'Alliance Global Procurement, un groupe qui a plus de 20 ans. En termes d'achat, ça représente 350 millions de flux qui transitent par AGP. Nous sommes intermédiaires entre des grands comptes et des petites sociétés. Et principalement, les services achats nous confient la gestion de certains achats qu'ils ne souhaitent pas prendre en direct. Donc ça représente 45 000 fournisseurs. Donc on aura l'occasion plus tard d'évoquer effectivement les missions qui nous sont confiées vis-à-vis de ces fournisseurs. C'est plus de 30 000 demandes d'achat et de sourcing qui sont traitées par an. C'est beaucoup de volume de documents, plus de 100 000. On a 3 centres opérationnels, Aix-en-Provence pour la partie prestations intellectuelles, Cesson-Sévigné, Rennes, où là nous traitons les achats directs, classés, biens, équipements, événementiels. Et puis, récemment, nous a rejoint Eproc Factory, donc sur Paris, où là, ce sont des achats marketing, print, goodies, packaging, pays, beaucoup de voilà, ces sujets-là. Et puis ensuite, des agences commerciales. Donc, sur une partie de l'activité, on fait le sourcing d'entreprise, puis la gestion des appels d'offres pour les achats, et puis une partie P2P qui suit sur la gestion de l'affaire, du devis commande au règlement. Donc on est très impliqué sur le suivi, la qualification du fournisseur et tout ce qui est tout ce que les acheteurs ont besoin de traiter pour pouvoir bien travailler avec ces fournisseurs. On a, comme je l'ai dit, toute la partie facturation, gestion d'affaires, mais également
toute la compliance, la gestion contractuelle avec les fournisseurs pour que le fournisseur connaisse bien les attentes de son client. Donc on collecte également les documents légaux, on trace bien tout ce qui est sur l'analyse de la réglementation selon les différents sujets, ce qui est important pour le client, pour le segment d'achat. Donc, on est bien sûr EcoVadis et Gold, partenaire de l'Observatoire depuis, Nathalie, depuis plus de 10 ans, quasiment au départ. Et donc, on a cette volonté de s'engager dans tout ce qui est accompagnement sur la décarbonation, sur l'éthique et la responsabilité des achats, des productions. Et on travaille à l'évaluation des fournisseurs. Donc, Anne-Laure aura l'occasion d'expliquer plus en détail ce qu'on fait dans la pratique et puis nos engagements qui convergent avec Décarbo Solutions et donc avec qui on travaille depuis maintenant un bon moment aussi. Voilà pour la présentation du groupe AGP. Merci beaucoup. Maintenant, je passe la parole donc à Monsieur Mangeard qui va vous présenter Décarbo Solutions. On a Décarbo Solutions. Donc, on fête cette année notre 15e anniversaire et depuis 15 ans, on est très orienté sur la décarbonation des activités des entreprises, ce qu'on appelle un bilan carbone, et de façon plus précise, depuis 2022, sur la décarbonation de ce qui pèse lourd dans les entreprises, c'est-à-dire le poids carbone de leurs achats. Alors, on a une belle pratique avec des beaux clients depuis ces années qui ont passé dans le bilan carbone, dans les plans de réduction, dans la décarbonation, dans les appels d'offres de décarbonation, avec des entreprises petites, grandes, très grandes, en France, à l'international. Et on est relayé sur le terrain par une centaine, un peu plus d'une centaine aujourd'hui d'experts agréés, des partenaires, dont notamment le groupe AGP depuis quelques années, de manière à engager, tant au niveau des TPE, PME, ETI que grandes entreprises, une véritable stratégie de décarbonation. Donc on sait tout aussi bien prendre en amont le bilan carbone s'il n'a pas encore été fait, ce qui est quand même assez rare aujourd'hui, mais surtout on sait prendre en compte sans délai la stratégie de décarbonation de tout type d'entreprise, quelle que soit son activité, quelle que soit sa taille, quelle que soit la complexité de son organisation, au principe que ces 15 ans nous ont permis de développer des outils simples, pédagogiques, intuitifs, faciles d'accès, richement documentés en amont, richement documentés en interactivité avec des tutoriels, des vidéos et tout le type à tous égards. On garantit l'autonomie de nos utilisateurs en quelques heures et chacun peut devenir expert en quelques semaines. C'est un petit peu le challenge. Bon, ceci est possible notamment par nos experts agréés, dont AGP qui, sur le terrain, pousse d'abord la bonne parole, puis pousse les explications, puis pousse les outils. Et puis à la fin, le résultat, il est là. Nos outils permettent de véritablement désacraliser et démocratiser la décarbonation des organisations. Donc tout ces D colle bien avec notre sujet de Décarbo Solutions, le tout évidemment dans la totale conformité, tant au niveau national sur les méthodes dites bilan carbone qu'au niveau international sur le Greenhouse Gas Protocol, l'ISO 1464, l'ISO 1467 et celui qu'on oublie souvent, l'ISO 1483, qui est la norme de calcul et réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà donc pour une présentation exhaustive d'une équipe qui est fière d'être aux côtés d'AGP et fière d'être à côté de l'OPSAR pour avancer dans la décarbonation des entreprises, en France bien sûr, mais à l'international aussi depuis plusieurs années. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, donc, je vais passer la parole à Nathalie qui va vous présenter le PSAR. Merci beaucoup, Lucia. Merci à tous d'être présents. Merci AGP. Merci GCI d'organiser encore ce webinaire qui est vraiment positionné, comme le disait Laurence, dans un parcours en fait qui nous amène à explorer les moyens à disposition des organisations achats, notamment pour décarboner.
C'est un sujet sur lequel, à l'Obsar, donc on travaille depuis maintenant quelques années avec nos adhérents. Alors, juste un petit mot sur l'Obsar, même si j'imagine vous nous connaissez un tout petit peu. On a 15 ans, on est l'organisation, l'association dévolue à la promotion des achats responsables en France. On publie des études comme par exemple le baromètre des achats responsables, des méthodologies sur différents sujets tels que le devoir de vigilance, les achats inclusifs et bientôt donc sur l'engagement des fournisseurs dans la décarbonation. Slide suivant, s'il te plaît, Lucia. Alors, c'est un sujet, comme je vous disais, le climat, la décarbonation des achats sur lequel on travaille depuis maintenant presque 5 ans. On a publié une étude qui est très intéressante qui concerne l'analyse des plateformes digitales qui vont être utiles pour décarboner la chaîne d'approvisionnement. Donc, on a publié cette étude fin 2024 et le groupe de travail donc, que nous animons avec nos adhérents sur le sujet du climat, eh bien, s'apprête à publier notre grande étude sur l'engagement des fournisseurs qui est en fait, voilà, merci beaucoup, qui est un des 3 points clés identifiés par le CDP pour que les entreprises, et là on parle plus uniquement des achats, mais les entreprises ou les organisations puissent en fait engager la décarbonation de leurs activités et donc de celle de leur chaîne d'approvisionnement. Parmi ces 3 points clés, on va retrouver un conseil d'administration responsable, c'est-à-dire qui est actif, qui met en place des actions, des décisions au niveau de l'entreprise et qui engage l'entreprise dans la décarbonation. Ça, c'est le premier point clé. Le deuxième point clé, c'est qu'il faut avoir un prix interne du carbone, donc pratique qui est très, très peu répandue. Et le troisième point sur lequel on peut agir, nous, en tant qu'acheteurs, c'est l'engagement des fournisseurs. Donc, ce sont ces 3 points clés qui vont permettre à toute organisation de pouvoir véritablement mener des actions auprès de sa chaîne d'approvisionnement. Et donc, le sujet que nous allons notamment aborder aujourd'hui, juste avant d'aller dans l'exemple que nous allons partager ce matin et les outils qui sont à disposition de cet écosystème donneur d'ordre fournisseur pour pouvoir décarboner efficacement, un mot sur la notion d'engagement des fournisseurs. L'engagement, il doit être défini. Ça, c'est une des premières choses que l'on a identifiées et c'est très important et il doit être défini, y compris contractuellement avec son fournisseur, que ce contrat, d'ailleurs, soit moral ou véritablement écrit. Et c'est donc cette base, en fait, de discussion qui va permettre ensuite d'engager les actions opérationnelles de manière organisée, avec les moyens associés entre donc donneurs d'ordre et fournisseurs. L'objet de l'engagement, il va être défini de manière, on va dire, progressive. Cet engagement, il peut être simplement sur déjà de la montée en compétences. Ça va passer par exemple par l'organisation de webinaires, organisés par le donneur d'ordre à destination de sa chaîne d'approvisionnement, des webinaires, des formations, des sensibilisations, des rendez-vous avec cet écosystème fournisseur pour donner du sens à l'action qui ensuite doit être engagée. Cette action engagée, le premier niveau, ça va concerner souvent la mesure. La mesure soit des émissions, comme disait Philippe, du bilan carbone, et donc ça, on est très avancé, puisque ça fait de nombreuses années que les entreprises sont soumises, ou bien aller vers le calcul d'émissions relatives aux produits, donc de manière un petit peu à définir ou à alimenter la décision d'achat. Et ensuite, cet engagement va pouvoir ensuite progresser vers des accords sur des trajectoires carbone, de décarbonation agréées entre le donneur d'ordre et le fournisseur, jusqu'à ensuite des actions opérationnelles, soit d'adaptation, soit de réduction. Et en fait, l'ensemble de ces actions qui vont
vraiment concerner le cœur de l'engagement en termes de décarbonation, il va devoir être défini et agréé entre le donneur d'ordre et le fournisseur. Et ça, c'est un des sujets très importants. Donc, l'accord sur l'objet de ce que l'on veut faire ensemble et ensuite, évidemment, accord sur les moyens à mettre à disposition. Et donc, c'est là tout l'intérêt de notre webinaire du jour, parce qu'on va voir comment est-ce que des donneurs d'ordre peuvent mettre à disposition des outils vers leurs fournisseurs de manière facile et efficace. Voilà, merci beaucoup Nathalie du coup. Donc là, nous allons donc c'est justement ce que nous allons voir pour donc répondre à ces enjeux. On va maintenant vous présenter une approche concrète avec un témoignage de quelqu'un qui l'a vécu. Et donc c'est exactement ce qu'on a voulu donc vous apporter aujourd'hui, donc un témoignage de terrain, donc quelqu'un qui a déjà été confronté donc à cette réalité et qui cherche une solution et qui l'a trouvée. Donc, nous allons voir donc le témoignage de Majid Daki, qui est donc le responsable achat durable chez Auchan Retail. Donc, il n'a malheureusement pas pu être là aujourd'hui avec nous en direct, mais il a pris le temps donc de s'enregistrer pour un témoignage que vous allez voir donc là tout de suite. Bonjour, donc Majid Daki, responsable des achats durables et de l'offre responsable chez Auchan Retail. Donc Auchan Retail, distributeur alimentaire et non alimentaire en France et également en Europe, présent dans une dizaine de pays. Alors la logique de la décarbonation chez Auchan est arrivée parce que le sujet de la RSE est traité depuis très longtemps en interne et qu'avec les accords de Paris en 2015, la logique est vite arrivée qu'on devait se mettre à niveau en tant que distributeur gros dans plusieurs marchés. Donc on a écrit pour commencer un plan climat, donc plan climat 2030 sur lequel on a d'abord réalisé un bilan carbone comme tout le monde. Et à partir de là, on s'est rendu compte que l'essentiel de l'enjeu dans notre bilan carbone, c'est le scope 3 et c'est les produits que l'on vend en magasin pour près de 97% de notre empreinte carbone. Donc il était tout naturel pour nous de travailler la décarbonation sur notre chaîne de valeur et donc avec nos fournisseurs. Donc le travail sur la chaîne de valeur et avec nos industriels et nos fournisseurs, donc on l'a d'abord commencé avec nos gros fournisseurs, donc nos gros industriels. À ce niveau-là, ça ne bloquait pas pour le coup, parce qu'on est en face de partenaires qui ont les moyens de s'outiller ou d'être accompagnés. Mais à partir du moment où on a commencé à descendre sur des strates un peu plus petites, donc des ETI, puis des PME, on s'est vite rendu compte que nos partenaires allaient avoir besoin d'un peu plus d'accompagnement, que ça soit sur du conseil, sur des outils. Donc, pour pouvoir accélérer sur notre propre trajectoire et pour pouvoir accompagner nos partenaires plus petits, on s'est rendu compte qu'on devrait et qu'on est devoir leur proposer quelque chose. L'outil des Carbo Supply, quand on a décidé de démarrer avec GCI, c'était de pouvoir proposer donc un outil clé en main à nos PME tout d'abord. Donc ça a été c'est la première porte d'entrée par laquelle on a commencé à travailler le sujet avec les Carbo Supply. Et on l'a commencé en réalisant un test l'été dernier, en 2025, avec 6 PME qui étaient volontaires pour tester avec nous l'outil et confirmer par la preuve l'intérêt de la solution. Donc on leur a mis à disposition l'outil. Les équipes de GCI ont pu accompagner ces PME volontaires dans la démarche et dans la réalisation du PCF pour qu'on puisse apporter ce conseil à nos PME et pour leur donner la possibilité de s'inscrire dans un chemin de décarbonation avec nous. Donc, si je devais résumer, donc déjà, ça a été le premier mot que j'utiliserais, c'est la co-construction. Donc, on a co-construit un peu le modèle qu'on souhaitait mettre en place avec des PME volontaires et avec GCI pour qu'on soit tous alignés sur le sujet. Et l'objectif maintenant, c'est le passage à l'échelle. C'est le sujet qu'on travaille en 2026 pour proposer cette solution à toutes nos PME.
Merci beaucoup donc à Magid et pour, poursuivre tout ça, je passe la parole donc à monsieur Mongeard qui est, ainsi que Christopher et Anne-Laure qui vont vous présenter donc une boîte à outils, qui va vous permettre donc de faire tout ce que Magid vient de vous dire dans la vidéo. Merci. Voilà, donc je rebondis sur le dernier mot de Magid, hein, la co-construction, effectivement. Qu'est-ce qu'on a observé ces dernières années? À partir de juillet 2022, ben, toutes les entreprises ont été obligées de se pencher sérieusement sur le scope 3 parce qu'il est devenu obligatoire, d'une part, de le mesurer et d'autre part, de réduire ses émissions grâce à un plan de transition. Donc en 2022, ben, je veux dire que l'essentiel des personnes concernées ont été au plus simple. Ils ont dit, tiens, bon, on n'a qu'à demander le bilan carbone à tous nos fournisseurs, à tous nos partenaires. Sauf que, premièrement, ben, c'est difficile à obtenir. Deuxièmement, c'est coûteux pour les partenaires. Et puis, troisièmement, euh, épouvantable, quand on l'obtient, on ne sait pas quoi en faire, à part dire, ben, j'ai un bilan carbone. Donc, nous, on a renversé cette pyramide dès 2023. On a réfléchi avec nos partenaires. Hein, cette co-construction, c'est vraiment le mot-clé de la décarbosolution. On s'est dit, de quoi a-t-on besoin? Hein, quand on achète un stylo Bic, a-t-on besoin du bilan comptable de Bic ou a-t-on besoin du prix du Bic? Ben, on s'est dit, on a besoin du prix du Bic. Ben, pour le carbone, c'est pareil. Donc, pour diminuer mon scope 3, j'ai besoin de connaître le poids carbone de ce que j'achète. Et là, j'ai deux possibilités. Soit l'entreprise l'a déjà calculé, tant mieux, mais c'est très rare. Soit l'entreprise ne l'a pas encore calculé, il faut que je lui trouve une solution. Ben, c'est ça la décarbosolution. On a apporté la solution à tous les donneurs d'ordre pour que tranquillement, sereinement, sans violence, sans pression, sans argent, eh bien, les partenaires, les fournisseurs puissent calculer leur PCF. Alors pourquoi fait-on ça? Ben, premièrement, pour faire plaisir à nos clients qui ont besoin de décarboner leurs achats, mais surtout pour faire entrer doucement à leur vitesse, à leur niveau de maturité, l'ensemble des entreprises qui n'ont pas encore goûté au bonheur de réduire leur empreinte carbone par le poids carbone, parce que ça, ils comprennent ce que c'est qu'un prix de revient, ils comprennent ce que c'est qu'un prix de vente, ils comprennent ce que c'est qu'un poids carbone de revient, qui est exactement le poids carbone de vente. Ensuite, ben, ils continuent à réfléchir, ils ne sont pas plus bêtes que les autres, hein, pour baisser ce poids carbone. Donc, ils agissent directement sur le produit, la matière, l'énergie, l'emballage, le transport. Et puis ensuite, ils se disent, mais tout ça n'est le fruit que de l'ensemble de mon activité. Et là, ils sont mûrs pour comprendre enfin à quoi sert un bilan carbone associé à un plan d'action de réduction sur les trois scopes 1, 2 et 3. Donc c'est pour ça que nous avons intitulé ce webinaire Renversons la pyramide. La pyramide naturellement posée qui consistait à dire j'ai mon bilan carbone et je veux le bilan carbone de tous mes partenaires n'est pas une pyramide efficace. Hein, c'est la pyramide inversée qui compte, c'est j'ai besoin de connaître l'empreinte carbone de ce que j'achète, et bien je demande le poids carbone à tout le monde. On est donc parti de ce dont le donneur d'ordre avait besoin. Il nous l'a exprimé. Hein, regardez Auchan, qui effectivement est dans une première démarche de demander des bilans carbone à ses fournisseurs, mais aujourd'hui comprend qu'il est quand même plus simple de demander le poids carbone et qu'il y a quand même 100% de réussite dans ce schéma-là. Et depuis, baisse son poids carbone. La slide suivante, c'est comment ça fonctionne. Ben ça, on a beaucoup de chance. Hein. En même temps qu'en 2022 est né le décret 282 qui imposait le scope 3, en 2018 est né l'ISO 1467 qui permet de calculer précisément, avec une méthodologie robuste et opposable aux tiers, le poids carbone d'un produit. On appelle ça un PCF, Product Carbon Footprint. On peut garder l'idée que c'est le poids carbone, c'est beaucoup plus simple à mémoriser. Et c'est accessible à toute entreprise, qu'elle ait 2-3 salariés ou 3000. Donc, nous avons considéré la donnée fiable du PCF et nous avons simplement construit un outil qui s'appelle MyPCF, on ne peut pas faire plus simple, pour que chacun, hein, en France comme à l'étranger, on est présent dans une quarantaine de pays, puisse calculer en ligne et gratuitement le poids carbone de son produit sans expertise, sans complication. C'est en fait un inventaire carbone produit, pour parler simple. Et puis tout ça est mis en œuvre grâce à des gens formidables. Et je dis ça parce qu'ils sont là, non, je dis ça parce qu'ils sont vraiment formidables. Nos experts agréés, dont AGP, hein, qui va lui élargir sa mission auprès de ses grands donneurs d'ordre, à identifier les familles d'achat prioritaires. Mais je vais laisser Anne Gabol prendre la parole pour ce troisième volet de cette slide. Merci Philippe. Et effectivement, le groupe AGP donc, est expert agréé des carbosolutions. Lucia, si tu peux passer à la slide suivante. Super.
Et donc, c'est très simple, en fait, c'est-à-dire qu'on est facilitateur, toujours dans notre rôle justement de facilitateur. On accompagne aussi bien les donneurs d'ordre et leurs fournisseurs pour faciliter cette démarche en utilisant la décarbo-solution. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le premier point, c'est bien d'identifier les catégories d'achat sur lesquelles on veut mesurer l'impact carbone. Donc, quel produit, quel service je mesure, sur quoi est-ce que je me concentre? Ça peut être, c'est très varié, hein, aussi bien des prestations intellectuelles, du service, du bien, du marketing. Voilà, on est en mesure aujourd'hui de faire des questionnaires pour évaluer l'empreinte carbone de ces biens et services, vous voyez, sur de larges catégories. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'une fois qu'on a identifié justement ces catégories, on adapte ce qu'on appelle le masque, c'est-à-dire quel questionnaire est-ce que je pose pour pouvoir mesurer l'empreinte carbone du produit. Alors là, j'ai mis un exemple sur les prestations intellectuelles. Le masque serait de se dire, est-ce que le consultant qui réalise la prestation intellectuelle va travailler, quelle est la durée de la mission, bien sûr. Comment est-ce qu'il se déplace? En voiture, en transport en commun? Sur la durée de la prestation, quelle part du temps de travail a été réalisée sur le site client, en télétravail? Quel matériel est utilisé? Enfin, vous voyez, ça, c'est le masque et ça, c'est ce qu'on définit. Soit on peut le faire pour le donneur d'ordre, soit on peut le co-construire aussi. Et sur les produits, c'est vraiment basé sur une analyse simplifiée du cycle de vie. On décompose en fait le produit pour se dire, voilà, qu'est-ce que je dois exactement aller mesurer. Il faut bien sûr, oui, j'avais noté également, puisque c'est important, de ça va dépendre le questionnaire, identifier qui va répondre. Est-ce que c'est mon fournisseur, l'entreprise qui répond? Est-ce que c'est le consultant, par exemple dans le cadre des prestations intellectuelles? Et en fonction de ça, on affine aussi le questionnaire, le masque. La troisième étape, bien sûr, c'est d'enrôler les fournisseurs sur cette plateforme unique. On les invite, on leur explique, on donne du sens. Il y a un webinaire de lancement, un lien unique pour chacun, pour que ce soit simple et accessible. Ils ont chacun accès à leur vue de la plateforme. Ils ont accès également à la Décarbo Academy, qui est une académie avec d'autres webinaires s'ils veulent aller plus loin. Et ils ont un contact unique, donc AGP, qui répond à leurs questions. Donc là, on collecte les données et une fois qu'on a fait voilà, pas à pas, on peut aller plus loin en analysant ces données pour réduire les émissions. Et donc là, ça va être l'étape suivante avec l'analyse des produits et des services les plus émissifs. Et je repasse la main à Christopher, je pense, pour l'étape 2. Exactement, merci Anne-Laure. Et ensuite, effectivement, l'idée, après tout ce travail-là, c'est d'avoir calculé son PCF et de passer à la réduction. Et donc là, on n'est plus dans la théorie, hein, on va arriver dans l'opérationnel. L'idée, et c'est ce que permet de faire l'outil Décarbo Solutions, l'outil MyPCF, c'est de cartographier les étapes de cycle de vie du produit qui sont les plus émissives. Alors, est-ce que ça va être les matières premières? Est-ce que ça va être l'emballage, le transport? Ça, la réponse est propre à chaque produit. Et ce que vous allez voir dans une cartographie, c'est les éléments clés et les leviers clés que vous allez identifier pour changer. Il y a deux types de leviers. Il y a les volumes, évidemment, hein, ça va être votre donnée d'activité, hein, le nombre, la quantité de matières premières, la quantité d'emballage, les kilomètres parcourus. Et puis ensuite, vous allez avoir les facteurs d'émission. Et bien là, ça va être le type de matière première, le type d'emballage, le type de transport. Est-ce que je remplace plutôt, est-ce que je remplace l'avion par du train? Est-ce que je remplace un emballage plastique par un emballage cartonné? C'est toute l'idée en fait de cette cartographie. Et une fois qu'on va avoir cartographié tout ça, on va aller dans une logique encore, hein, une logique de Pareto, d'aller chercher les postes ou les étapes les plus significatives et les fournisseurs les plus carbo-émissifs. Et ensuite, l'idée de proposer
des actions concrètes de réduction. Et ce que disait Magid est très important, hein, dans la co-construction, c'est l'accompagnement aussi de ses fournisseurs et le travail en commun sur les actions concrètes. C'est des actions qui doivent être simples et facilement mises en œuvre. Ça peut être changer un mode de transport, ça peut être substituer un matériau, ça peut être optimiser un packaging. Donc voilà, ce sont des leviers qui sont très souvent à portée de main et qui ne nécessitent pas forcément de révolutionner la chaîne de valeur. Le plus important, c'est de créer une dynamique, hein, c'est ce premier PCF qui va apporter une première réduction et donc votre fournisseur va rentrer dans une logique de progrès continu. Et cette logique de progrès continu, eh bien, on commence par quelque chose de simple, hein, le produit, quelque chose que le fournisseur connaît très bien, pour passer ensuite, et c'est là où la pyramide s'inverse, et c'est là que la pyramide inversée prend tout son sens, eh bien, on va passer à cette troisième étape. J'ai déjà compris comment fonctionnait eh bien, la donnée carbone. Je multiplie des données d'activité par des facteurs d'émission. Je les fais sur un produit. Eh bien, maintenant, je vais comprendre que la logique de l'analyse de cycle de vie, elle va s'étendre non pas donc sur le produit, mais sur une collecte plus large qui est le bilan GES qu'on connaît tous, hein, avec le scope 1, scope 2, scope 3. Et donc, tout cet exercice devient très naturel. C'est plus du tout un mur. C'est finalement une sorte d'extension et effectivement de la logique du travail qui a déjà été fait. Et bien sûr, hein, vous pouvez avoir toujours l'accompagnement de nos partenaires là-dessus. Une fois qu'on a réalisé son bilan de gaz à effet de serre, eh bien on passe lorsqu'on est fournisseur, hein, une trajectoire. On va essayer de définir une trajectoire plus large. On a défini une trajectoire déjà de réduction sur son PCF. On va faire la même logique et bien sur son bilan de gaz à effet de serre. Nous, on propose des produits, justement, des Carbosolutions, des calculateurs vous permet de calculer vos trajectoires de réduction, de calculer vos plans de réduction et de les optimiser. Ça va être des Carbo-Target. Et du côté donneur d'ordre, eh ben, je vais pouvoir suivre les engagements de mes fournisseurs, suivre leur trajectoire de réduction, leur plan de transition pour l'intégrer moi-même eh bien, dans mes déclarations d'intention pour avoir des preuves tangibles, vérifiables de la progression de ces fournisseurs-là, hein. Donc ça, c'est ce qui peut faire énormément la différence dans un reporting extra-financier, dans un appel d'offres ou face à des auditeurs. Parfait. Merci beaucoup, Christopher. Et on va passer maintenant la parole à Monsieur Mongeard qui va vous présenter donc le cercle vertueux. Voilà, un joli mot, le cercle vertueux, c'est ce qu'on essaie de faire depuis des années, qui, ma foi, fonctionne. On prend le problème comme il vient, on a tout en haut de ce cercle un donneur d'ordre qui a besoin d'y voir clair dans ses impacts carbone issus de ses achats. Donc il va identifier avec l'accompagnement d'AGP, avec l'accompagnement de sa propre logique, mais aujourd'hui l'expertise d'AGP est à mettre en avant, les fournisseurs les plus carbo-émissifs, et puis simplement, il ne va pas les contraindre, il va les inviter. Il va les inviter à profiter d'une offre unique, hein, actuellement totalement unique sur le marché, de calculer facilement, intuitivement, de façon très normée, ISO 1467, et gratuitement le poids carbone de ce qu'il vend. Donc c'est un cercle vertueux, pourquoi? Parce que la deuxième étape, vous l'avez compris tout de suite, c'est que le fournisseur comprend l'intérêt de cette mesure, comprend lui-même qu'à son tour, il a besoin de mieux mesurer le poids carbone de ses achats pour améliorer son PCF vis-à-vis de ses propres fournisseurs. Donc c'est un cercle vertueux au sens où le premier fournisseur R1 devient aujourd'hui un donneur d'ordre pour ses fournisseurs R2, etc. On a donc ce cercle vertueux qui permet à la fois de faire comprendre l'intérêt de la décarbonation, donner les outils pour la réussir et donner une dynamique pour la transférer à la totalité de l'écosystème. À ce jour, on a des fournisseurs de rang 4 et de rang 5 en Asie, hein, qui améliorent la performance d'information carbone de nos donneurs d'ordre français. Et au-delà du simple plaisir, du grand plaisir de réduire son empreinte carbone, il ne faut pas oublier que ces efforts de réduction sont sonnants et trébuchants aujourd'hui. En 2028, tous les produits qu'on importe d'hors Europe qui comporteront de l'acier, de l'aluminium, du ciment, des engrais, de l'énergie, de l'hydrogène
seront taxées pro rata les émissions de gaz à effet de serre produites à l'international, à l'extérieur de l'Europe, donc il faudra les connaître. Pour le transport, c'est déjà immédiat. Depuis 2024, les émissions du gaz à effet de serre des opérations de transport est lourdement taxée, hein, plusieurs milliards par an au niveau européen, et demain, c'est 2028, le transport routier. Donc, il y a un triple effort vertueux, vertueux pour la planète, vertueux pour la trajectoire bas carbone d'entreprise et vertueux pour le compte d'exploitation qui est mis en place grâce à ce cercle vertueux, avec un mot qui devrait aujourd'hui faire florès, la discrimination carbone positive des fournisseurs s'impose pour ces trois raisons et va s'imposer encore plus à partir d'août 2026, dans quelques mois, puisque la loi climat et résilience impose à toutes les collectivités, tous les établissements publics, tous les acheteurs de l'État de mettre en place un critère carbone, un critère environnemental carbone dans tous les achats pour discriminer les achats, hein, c'est-à-dire qu'à prix égal ou même à prix un petit peu supérieur, eh ben, l'État ordonne que l'on commande auprès du fournisseur qui a le moins d'impact carbone dans une logique de trajectoire nationale bas carbone. Et donc, ça veut dire que la première étape pour tous les fournisseurs qui veulent être capables, après le mois d'août, de travailler avec l'administration, que dès à présent, ils doivent calculer leur PCF. Alors, je les rassure, c'est simple, c'est en ligne, c'est pédagogique. Il n'y a plus qu'à se connecter. L'idée globale, hein, politique, économique, fiscale, environnementale, étant de réduire, grâce à ce cercle vertueux, l'empreinte carbone des entreprises par ce qui pèse le plus, les achats. Et je laisse le mot de conclusion à Anne-Laure. Merci Philippe. Oui, alors pour résumer en fait tout ce qui a été dit, déjà merci pour tous ces partages. Effectivement, je pense que le mot à retenir, c'est que ça doit être une collaboration, vraiment une co-construction, avec des outils simples, et toujours dans cette optique justement achat responsable, des outils éthiques. Et là, c'est vrai que les solutions décarbo-solutions sont intéressantes dans le sens où elles sont facilitantes pour les fournisseurs, y compris pour les TPE-PME. Donc ça, c'est vraiment le premier point qui est très important. Dans cette construction pas à pas, on va retenir déjà d'avoir un alignement commun. Alors Nathalie disait, y compris contractuellement, ça c'est une possibilité et c'est l'idéal. C'est vrai que si cet alignement commun peut être co-construit, donc réfléchi ensemble et ensuite formalisé, au moins on est sur une base claire pour l'ensemble des parties. Et cet alignement commun peut commencer, pour faciliter la démarche, par un focus au niveau du produit ou du service. Ça permet de faire simple, de ne pas s'éparpiller. Effectivement, on démarre sur une base très simple. On peut mesurer avec MyPCF. Il y a un lien unique pour le fournisseur. Voilà, on reste dans quelque chose de clair avec une méthode qui est normée. Il y a ce bénéfice partagé aussi, le fait de commencer sur la mesure de l'impact carbone du produit ou du service. Ça permet pour les donneurs d'ordre d'identifier directement les postes les plus émissifs et puis, comme le disait Philippe, de réduire du coup certains coûts ou d'identifier en tout cas des coûts potentiels à venir. Et côté fournisseur, de pouvoir valoriser la donnée lors des appels d'offres, lors des référencements également. Donc ça, c'est important. Côté fournisseur, il y a aussi ce bénéfice de monter en compétence. Si je n'ai jamais fait de bilan carbone, je peux apprendre, c'est une première porte qui s'ouvre, en tout cas simplement, et je peux apprendre comment faire cette conversion entre le produit que je vends et une empreinte carbone. Ça a un impact collectif aussi, puisque ça permet d'accompagner les fournisseurs, de progresser pas à pas, comme le disait l'interlocuteur Auchan. Effectivement, possibilité de commencer par un panel de fournisseurs et puis de progresser ensuite petit à petit, d'ouvrir. Possibilité aussi de commencer sur les familles prioritaires et puis d'ouvrir aussi petit à petit au reste du catalogue. Et enfin, bien sûr, le but du jeu, c'est ensuite d'aller plus loin. Une fois qu'on a co-construit et fait cette première étape avec un focus produit ou service, on peut engager sur une trajectoire bas carbone. Et là, avec des solutions, encore une fois, qui sont facilitantes, qui sont, par exemple, des carbo-targets pour aller sur la trajectoire, des carbo-commits pour aller sur un plan d'action. Comment est-ce qu'on co-construit des actions ensemble?
Et tout ça, bien sûr, avec des experts. Entourez-vous surtout d'experts qui savent vous accompagner. Que ce soit l'OPSAR, par exemple, qui propose ses guides, voilà, des méthodologies qui sont aussi, qui aident, qui encadrent. Décarbo Solutions ou le groupe AGP en tant qu'experts Décarbo Solutions qui peuvent vous accompagner pour faciliter, qui ont l'habitude justement de faire ces étapes, d'inscrire, de construire les questionnaires, de construire les masques. Donc, on est vraiment là pour ça. Voilà, je finirai là-dessus. Simplement, on est là et l'objectif, c'est bien sûr de co-construire. Parfait. Merci beaucoup, Anne-Laure. Maintenant, nous allons passer à la partie questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie conversation, dans le chat, ou après, vous avez aussi un petit endroit qui s'appelle questions-réponses, et vous pouvez aussi poser vos questions là-dessus. Nous avons déjà une question qui est, quel prix donner au carbone? Alors, il y a le prix européen sur les quotas carbone qui est aujourd'hui autour de 75 € et qui va doucement monter à 90, 100, 150 €. Il y a le prix carbone européen qui va être plafonné pour les quotas carbone routiers en 2028. Il est prévu qu'il soit plafonné à 45 ou au plus à 55 €. Et il y a le prix interne. Il y a des grands groupes comme LVMH, pour le nommer, ou Kering, qui depuis longtemps ont inventé un prix du carbone interne, c'est-à-dire que le coût carbone des émissions des mauvais élèves du groupe permet de financer les opérations de décarbonation des meilleurs et même des plus mauvais. Donc, on a trois niveaux, quoi. On a le vrai niveau, celui du marché du quota, qui est aujourd'hui autour de 75 €. Vous avez le marché interne. Donc aujourd'hui, je pense que des groupes du luxe ont mis 50 € en interne, je crois, pour ce prix-là. Il y a le coût imaginé par les économistes du carbone, 300 € à horizon 10 ans, et au moins 100 € d'ici 2030. Et puis pour l'ETS2, de façon très particulière, pour le routier, une espèce de prix carbone tempéré pour ne pas faire totalement exploser les factures de transport, encore que, avec simplement 45 € la tonne de carbone émise, c'est une augmentation d'à peu près encore 10% du coût de l'énergie carbonée qui va arriver, qui va falloir donc répercuter dans les achats de transport. Donc j'encourage et les uns et les autres à dès à présent mesurer précisément les émissions de gaz à effet de serre de leurs opérations de transport, parce que dès qu'on les mesure, on gagne 20 ou 30%, et ces 20 ou 30%, appliqués au quota carbone, ça fait des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros pour pas mal de grands donneurs d'ordre. Parfait, merci beaucoup, Monsieur Mangeard. Nous avons une question pour Nathalie, qui a été posée par Monsieur Gradet, qui dit Nathalie, afin de promouvoir des achats responsables des produits, Scope 4 devrait devenir la norme pour que les entreprises deviennent responsables de leurs activités et de leurs produits. Est-ce que vous croyez que cette norme sera appliquée bientôt? Ce sont les consommateurs qui sont le dernier maillon dans la chaîne des émissions anthropogéniques. Alors, écoutez, je ne sais pas répondre à cette question. Tout simplement, voilà, je dis la vérité. C'est le carbone évité, Nathalie, pour t'aider. Le Scope Ouais, 4, d'accord. Merci déjà. c'est une grande discussion du Greenhouse Gas Protocol qui ne veut pas le rentrer parce que, tu vois, c'est le permis de tuer, quoi, c'est le permis de polluer. Donc, tu vois, aujourd'hui, on peut le considérer, on peut le calculer, on peut l'afficher, et je pense que c'est important, mais c'est de l'éviter. C'est pas une déduction du carbone émis, tu vois, c'est du carbone évité, c'est pas pareil, on peut pas avoir une double comptabilité. Du reste, chez nous, depuis cette semaine, donc tu vois, c'est l'actualité, on a sorti un module spécifique, il y a beaucoup de clients qui nous l'ont demandé, des grands donneurs d'ordre, sur le calcul des émissions évitées par un comportement, par un investissement, par un changement de méthode, etc. Donc, c'est-à-dire que toute action, évidemment, on la traduit dans le bilan carbone en scope 1, de scope 2, scope 3, mais des clients, et je crois qu'ils ont raison, nous ont demandé de faire une ligne spécifique dédiée. Et je pense que c'est intéressant. Et puis, on peut même aller au-delà. On peut imaginer que des personnes physiques, des petites entreprises, des grandes, soient intéressées à communiquer simplement sur leurs émissions évitées par un comportement, changement de mobilité, j'en sais rien, acquisition de forêts
qui ne sont absolument pas à prendre en compte dans les crédits carbone visuellement, mais qui peuvent être considérés. Peut-être que Christopher, notre ingénieur méthodologiste, aurait une question à nous dire sur les émissions évitées. Oui, non, non, et pour compléter ce que vous êtes en train de dire, Monsieur Mangeard, les émissions évitées, on peut les voir aussi sur un produit, sur un PCF, hein, ou sur un service. Dans un PCF, eh bien, ça va être le remplacement d'un matériau par un autre. Eh bien, on va éviter Mm. des émissions puisqu'on va réduire, mais c'est qu'est-ce qu'on va éviter dans un scénario donné? Si je prends tel matériau plutôt que l'autre, eh bien, c'est exactement la même chose, hein, dans notre calculateur. Eh bien, c'est de comparer des scénarios et de les simuler pour voir comment trouver finalement le meilleur poste de réduction sur le produit ou plus largement, effectivement, dans le cadre des émissions évitées, ce qu'on appelle effectivement le scope 4 ou d'autres termes, eh bien, dans le bilan plus général, eh bien, remplacer effectivement une pratique de mobilité par une autre ou bien Mm. remplacer pareil, un service par un autre. Voilà. Si je peux ajouter juste, il y a effectivement certains grands donneurs d'ordre qui mesurent de façon proactive leur scope 4 déjà aujourd'hui, mais c'est des donneurs d'ordre qui sont très matures en fait sur ces mesures. Et si on se parle d'engagement fournisseur, je pense que dans un premier temps, il faut commencer sur la base, la fameuse pyramide inversée dont tu parlais, Philippe. Commencer par la base et progresser ensuite. Et dernière chose, pour quand même voilà, avoir donné quelques éléments, et désolée, voilà, ne pas avoir pu répondre tout de suite, mais je crois que toutes les démarches d'abord seront complémentaires. On n'a pas du tout parlé ici d'un des apports très importants de notre étude, c'est l'évaluation de la maturité des acteurs pour pouvoir engager leur décarbonation. Et ça, c'est un élément essentiel. Et il va falloir faire avec différents niveaux de maturité, que ce soit donneur d'ordre, que ce soit côté fournisseur et même, on va dire, consommateur concernant leur prise de décision. Et donc, s'il y a un outil supplémentaire ou en disant un élément de calcul euh, je dirais, qui illumine, on va dire, une partie de l'équation, eh bien, on va dans le bon sens. Maintenant, il n'y aura pas une seule manière de prendre des décisions parce que justement, à la fois, les outils de mesure ne seront pas les mêmes d'un produit à l'autre, identiquement sur le scope 4, même s'il y a des normes de calcul, et je ne dis pas ça, voilà, les choses aujourd'hui sont de plus en plus normées. Mais on sait très bien que l'étendue de la mesure aujourd'hui, le souci, il est sur cet élément-là. Donc voilà, donc ça va dans le bon sens, je pense, d'avoir un élément de comparaison supplémentaire, mais je ne crois pas qu'il y aura une seule norme pour prendre des décisions. Ok, merci beaucoup à tous. Donc, prochaine question. Donc, que se passe-t-il si une discrimination se fait sur cette base? Comment suivre que la réalité correspond au déclaratif? C'est auditable, hein, c'est le principe même d'une norme PCF ISO 1467. On ne délivre pas simplement un calcul, on délivre attaché à ce calcul un certificat de qualification qui récapitule la totalité des items qui ont été pris en compte, la totalité des quantités par item qui a été pris en compte et la définition précise de chacun des facteurs d'émission qui a été pris en compte. Ça veut dire que quand on vous annonce que tel produit fait 2,4 kg de CO2 d'équivalent carbone, vous avez une fiche pour tout vérifier. Alors ça, c'est intéressant pour l'audit, mais c'est aussi intéressant pour le chemin de progrès. Si vous vous apercevez que votre fournisseur utilise du polyéthylène, vous pouvez lui demander d'utiliser du polyéthylène recyclé, et ça fait 26% de CO2 en moins. Et donc, à ISOQOût, ISOProcess, vous avez une possibilité de réduire considérablement le poids carbone de ce que vous achetez en polypropylène, etc. Donc, la discrimination carbone positive par le PCF, elle est solide, c'est pour ça qu'elle est agréée par les marchés publics, hein. Nous avons eu 2 ou 3 fois le témoignage de la métropole de Bordeaux qui se sert de cet outil pour discriminer ses achats d'un point de vue carbone, puisqu'il dit l'accès à cette norme est une norme publique, cette norme est auditable,
l'accès est facile grâce à l'outil et l'accès est gratuit, donc c'est pour ça que ça fonctionne. Donc, je vois une autre question. Avez-vous du nouveau dans les outils mis à disposition des entreprises pour répondre aux AO? Ben, il n'y a pas de nouveau, il y a toujours l'existant. Vous allez sur le site des Carbo Solutions et vous faites vos PCF, Monsieur Campestre, sans aucune difficulté. Et pour revenir sur l'audit, évidemment, vous pouvez très bien aussi demander à un tiers de confiance d'auditer le calcul de PCF. Ce tiers de confiance, ça peut être AGP, ça peut être des Carbo Solutions, ça peut être Bureau Veritas, de manière à ce qu'effectivement, si vous engagez une discrimination carbone positive, eh ben, elle soit solide et non pas contestable, et donc contestée à terme. Parfait, merci beaucoup. Nous avons donc une autre question, je pense donc pour Christopher. Est-ce que les PCF suivent la méthodologie PACT en standard ISO 14067? Sont-ils certifiés? Alors, la méthodologie PACT, c'est une méthodologie, en tout cas, c'est une initiative très récente, qui a quelques années, qui a pour but de faire une synthèse ou d'unifier, on va dire, les différentes méthodologies applicables au PCF, à savoir effectivement l'ISO 14067, mais aussi le GHG Protocol Life Cycle Accounting Methodology. Et donc, alors, est-ce que nos PCF suivent la méthodologie PACT? Oui, puisqu'elles suivent la méthodologie ISO 14067 et GHG Protocol. PACT, ce qu'ajoute PACT en fait dans l'environnement, l'écosystème des PCF, c'est la traçabilité et l'uniformisation de l'envoi des PCF. Donc, en plus d'être une méthodologie, c'est un système d'échange de PCF qui est très intéressant, mais quand le PCF est déjà créé. Est-ce que les PCF chez les Carbo Solutions sont certifiés? Comme l'a expliqué Monsieur Mangeard, nous produisons, et en tout cas lorsque on travaille bien sur son PCF et qu'on qualifie les éléments de son PCF, il est possible sur la plateforme effectivement d'avoir un certificat de qualification qui permet ensuite d'auditer et peut-être de faire certifier par un tiers certificateur. Décarbo Solutions n'est pas un tiers certificateur, mais vous avez tous les éléments méthodologiques nécessaires lorsque vous avez produit un PCF sur notre plateforme pour le faire ensuite certifier. Ok, merci beaucoup. Donc nous avons une autre question. Donc suite au calcul du PCF, est-ce qu'il est obligatoire de faire une vérification par une tierce partie afin de communiquer sur les résultats dans le cas des achats durables? Ça dépend de l'exigence du cahier des charges. Nous, on peut faire confiance ou pas. Hein, le fournisseur qui fait un calcul, il a tous les outils pour le faire juste. Alors, il peut y avoir la faute d'attention, donc c'est un peu embêtant, mais on a des surveillances IA qui vérifient la cohérence et la congruité des données sur le site des Carbo Solutions. Donc, d'une manière générale, quand on utilise notre outil, on a les bons masques, on a les bons facteurs d'émission, on a les bonnes congruités de valeurs grâce à l'IA. Donc, tout ceci fonctionne, mais on ne peut pas empêcher un acheteur de demander d'auditer un PCF parce que s'il s'agit d'un achat important, il vaut mieux tout vérifier. Il n'y a pas que l'erreur d'attention, il y a des fois les erreurs volontaires qui gâchent un peu la transparence des marchés, notamment publics. Donc, la réponse, c'est dans la demande de votre acheteur, si vous êtes un fournisseur. Et puis, nous vous donnons les moyens de donner à votre client tous les moyens d'un audit serein, hein, puisqu'on lui donne, suite à la demande d'un fournisseur, on peut demander le certificat, on peut donner le certificat de qualification au donneur d'ordre. Pour revenir à Magid de chez Auchan, hein, qui lance une opération de calcul de PCF, non seulement en France, mais aussi en Espagne, en Pologne, en Roumanie, ça va faire beaucoup de fournisseurs, beaucoup de PCF. Donc, nous allons former les équipes de Magid, je vous rassure, c'est pas très long, c'est une journée, à auditer les PCF, hein, par congruité, par exhaustivité, et évidemment, avec tous les outils d'IA dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, la méthode que nous employons, les outils que nous déployons sont faits pour être très qualitatifs, bien sûr, mais très quantitatifs, parce que, effectivement, on parle de centaines de millions
de produits dont il faut calculer les PCF à un horizon de quelques années seulement. Parfait, merci beaucoup. Nous avons une autre question de Monsieur Gradec, donc qui demande: est-ce que vous croyez que les décharges thermiques seront reconnues comme émissions contribuantes au réchauffement climatique en Europe? Le Québec a demandé à leurs entreprises de déclarer leurs émissions thermiques cette année. La chaleur latente de la vapeur d'eau est le plus gros contribuable au réchauffement climatique. Oui, c'est 573 kilocalories par gramme, ça fait beaucoup hein, pour la chaleur latente d'évaporation de la vapeur d'eau. Vieux souvenir d'école. Oui, mais là, on n'est pas dans le débat, là. Donc, je veux dire, ça, c'est de la considération thermodynamique. Vous pouvez la calculer de façon séparée, hein, c'est de la thermodynamique pure. Donc, on peut la calculer, on peut, si le Québec l'a demandé, pourquoi pas. Et on peut inversement, pour revenir au débat tout à l'heure, dire, ben, j'ai arrêté ça, et donc j'ai des émissions évitées. Oui, donc, chacun voit au niveau politique, économique. Si demain, il était taxé, ces émissions étaient taxées, ben, elles seraient, à mon avis, réduites. Mais on ne sait pas quoi répondre à M. Gradec, là. On n'est pas dans le débat, là. On n'est pas des politiques, on est des ingénieurs. Ok, bon, bah, je pense que nous n'avons plus de questions. Donc, merci à toutes et à tous d'être venus donc, à ce webinaire et merci aussi pour vos questions. On espère donc que cette heure vous a apporté des éléments concrets et actionnables. Donc, un grand merci à Laurence, Anne-Laure, Philippe Mongeard, Christopher et Nathalie pour leurs interventions et aussi à Magid pour son témoignage. Et donc, un replay ainsi que donc le support de présentation vous sera envoyé, donc n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et donc on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire et n'hésitez pas à nous contacter, donc AGP, Décarbo Solutions ou l'Obsar si vous souhaitez aller plus loin dans vos questions. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et puis un bon appétit. Voilà. Merci beaucoup, Merci. Luciane. Et Merci. merci à Bonne tous. journée Merci à à tous. tous. Au revoir à tous et bon Au revoir. appétit. Au revoir.